Sans faire exprès, je me rends compte là en voyant les livres devant moi qu'on est quand même sur une espèce de petite thématique de fond. Parce que je vous cache pas que pour les romans dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a quelques petits soucis au niveau du schéma familial. Et pour certains, soucis, le mot est faible. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui est, comme vous l'aurez vu, un nouveau point lecture avec ce format que je tente depuis quelques vidéos maintenant de seulement 3 livres et non plus 4. Ce qui fait que normalement on est sur un format vidéo un tout petit peu plus court, enfin si je m'étale pas une fois de plus durant mes avis lecture. Alors comme je le disais, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé parce que généralement lorsque je choisis mes lectures, j'y vais un peu au feeling et bah écoutez, malgré ça, je dois reconnaître que pour les 3 livres dont on va parler aujourd'hui, il y a quand même pas mal question de problèmes familiaux, de structures familiales problématiques, voire carrément déviantes. Côté style littéraire, aujourd'hui, on va être sur du roman noir, contemporain noir, un petit peu dans cette mouvance. Par contre, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il n'y a au rendez-vous que de très bonnes lectures, voire des coups de cœur. Alors, comme bien souvent, je vais tout simplement prendre les livres tels qu'ils sont posés devant moi, hein, sans ordre spécifique de valeur ou de date de lecture. Donc, vraiment, prenons les choses telles qu'elles viennent. Un peu comme dans la vie, quoi. Le premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous l'avais dit, hein, je vous avais dit qu'il ne traînerait pas dans ma palle. C'était sûr, j'ai quasiment fait un aussitôt acheté, aussitôt lu. Et ce roman, il s'agit donc de Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine aux éditions Le Cercle Point. Alors je vous refais un petit laïus, hein, donc dans cette histoire on va suivre Lila. Lila qui vit une journée somme toute assez banale, elle vient de passer la journée avec sa petite fille qui a 3-4 mois. Son mari rentre du travail vers 18h et Lila est complètement exténuée, elle avait complètement oublié qu'ils avaient une soirée de prévue, donc son mari lui dit « Ok, écoute, tu sais quoi, moi je prends la petite avec moi, je vais à la pendaison de crémaillère de mon pote, toi tu restes à la maison, tu te fais couler un bain, tu te détends, et puis nous on rentrera dans la nuit, et au moins toi t'auras pris du temps pour toi. » Sauf que bien sûr, lorsque Lila se réveille, eh bien son mari n'est pas rentré, sa fille non plus. Elle finit donc par appeler tout simplement la police pour qu'on lui vienne en aide, afin de retrouver son mari et sa fille. Et je vous laisse découvrir la suite. Alors, si vous suivez la chaîne, vous le savez, j'attendais beaucoup de ce roman, à juste titre, après tous les très bons retours que j'avais pu entendre à son sujet. Et au final, maintenant que je l'ai lu, je peux dire que je n'ai pas été déçue. Pourtant, je dois reconnaître que cette lecture fut au final assez différente de ce à quoi je m'attendais. Mais le plus important, c'est que la surprise fut bonne. Dans Pourquoi tu pleures, j'ai pratiquement, je crois, retrouvé tout ce que j'aime tant dans l'écriture d'Amélie Antoine, c'est-à-dire une construction narrative et temporelle qui ne soit pas lisse et linéaire, des personnages complexes et ambivalents, le traitement de sujets de société souvent très tabous et très peu abordés, une certaine, je dirais, noirceur de la vie, et bien sûr, par-dessus tout ça, une écriture hyper entraînante, très fluide, qui donne littéralement envie de dévorer le roman. J'ai d'ailleurs personnellement dégommé ce livre, je pense en moins de 48 heures, tant la vie de Lila m'a passionnée, m'a questionnée et m'a aussi horrifiée. Il est clair que parfois, personnellement, en tant que maman, ce fut tout de même une lecture assez difficile, puisque forcément, cette histoire, elle remue, elle touche des points sensibles, elle aborde aussi une certaine réalité largement passée sous silence. J'imagine aussi à quel point ça a dû être difficile pour l'auteur qui est elle-même maman d'écrire cette histoire, les tripes et le courage qu'il a dû falloir pour donner vie à Lila. J'ai adoré que, comme très souvent d'ailleurs dans ces romans, les personnages aient des contours très flous, que d'une page à l'autre, ils soient littéralement capables de passer de victime à monstre et vice-versa. Je pense qu'en tant que lecteur, même sans vraiment le vouloir ni le conscientiser, on ne cesse au final de juger les personnages selon nos valeurs, selon nos goûts personnels, selon notre vécu. Et c'est vrai que là, durant ma lecture, je crois que
tout du long, je n'ai eu de cesse d'avoir des sentiments et des jugements changeants vis-à-vis de Lila et de son mari. Tout cela fait de Pourquoi tu pleures une lecture entraînante et déroutante, mais aussi, je pense, une lecture nécessaire. En effet, ce roman met toujours de façon assez brutale, mais aussi très réaliste, des thématiques difficiles et rarement abordées, je trouve, sur le couple, sur le chamboulement que représente l'arrivée d'un enfant, sur le rôle de mère et sur encore bien d'autres thématiques que je fais le choix de ne pas vous préciser ici pour tout simplement ne pas vous divulgacher le plaisir de la découverte de cette histoire. Une histoire donc plutôt complexe, même si, contrairement à d'autres de ses romans, notamment les derniers qu'elle a pu sortir, je ne dirais pas tout à fait qu'il s'agisse ici d'un roman à suspense. Parce qu'en effet, bien que l'histoire dévoile de multiples facettes au fur et à mesure de l'avancée dans la lecture, ce n'est pas non plus ce genre de titre, comme elle a pu le faire par le passé, dans lequel à un moment donné on va avoir un twist qui va complètement chambouler, je dirais, le rythme et la perception du roman et remettre complètement en perspective tout ce que l'on vient de lire jusque-là. Au contraire, je trouve que Pourquoi tu pleures déroule vraiment ces différentes phases au fur et à mesure sous les yeux du lecteur et qu'en plus de ça, l'auteur sème assez d'indices et d'éléments pour que l'on puisse voir venir ce qui arrive par la suite. Si je devais trouver un bémol à cette histoire, je dirais que l'élément que j'aurais aimé traiter peut-être un peu différemment et qui pêche peut-être un petit peu à mon goût, c'est la relation entre Lila et sa mère. En effet, dès le début, il nous est clairement énoncé que les deux s'entendent, je dirais, très mal. Et je trouve que cette relation mère-fille n'a pas été assez approfondie alors que cela a un vrai intérêt dans la globalité du roman. J'aurais aimé que l'auteur décortique plus les rouages de cette relation, que l'on arrive à comprendre finalement pourquoi la mère semble avoir toujours ce type de comportement envers sa fille et ce que cela peut entraîner. C'est un détail, mais je suis certaine qu'avec cet aspect du roman encore plus approfondi, ce titre n'en aurait été qu'encore plus fort. Pour ma part, vous l'aurez donc compris, c'est un petit coup de cœur, un petit bijou de roman contemporain noir qui aborde des sujets presque sociétaux, assez tabous, et qui questionne aussi sur le sujet et les solutions potentiellement envisageables ou non. Par contre, attention, ce n'est peut-être pas non plus un livre que je recommanderais aux jeunes parents un peu sensibles parce que même si justement on pourrait se dire que ça les concerne totalement et qu'il faudrait donc par conséquent qu'ils le lisent justement, je trouve que ça peut tout de même être une lecture vraiment difficile, encore plus je pense pour les jeunes mamans. Alors oui, d'un côté ça peut vraiment servir et débloquer pas mal de choses et d'un autre ça peut être aussi un peu touchy et heurtant, donc vraiment, je pense que là, il faut arriver à sentir la sensibilité de chaque jeune parent et plus particulièrement de chaque jeune maman. Désolée si parfois je dois rester un peu floue, mais comme d'habitude, vous le savez, je fais ça pour garder tout simplement secret ce qui doit l'être et ne pas gâcher votre plaisir de lecture. Sachez donc juste à l'avance dans quoi vous vous embarquez parce que, comme d'habitude, Amélie-Antoine est absolument sans concession et tout ce que je peux lui souhaiter, c'est de l'être encore de nombreuses années parce que, personnellement, moi ça me régale. Je ne vais pas vous refaire mon petit laïus sur cet auteur est typiquement le genre d'auteur français dont je trouve on ne parle pas assez alors que le talent est là. Mais vous l'aurez compris, si vous croisez ce livre ou d'autres titres d'Amélie-Antoine, n'hésitez surtout pas à tenter l'aventure parce que pour moi, ça vaut vraiment le détour. On va donc continuer, comme j'ai dit, dans cette thématique familiale parce que je vais donc vous parler de « Et tu te soumettras à la loi de ton père » de Marie-Sabine Roger aux éditions Babel. Là encore, c'est un roman que j'ai acheté il y a très très peu de temps et comme vous le voyez,
il n'a pas non plus traîné dans ma pile à lire. Par contre, petite précision, il me semble que lorsque je vous l'ai présenté en book haul, je vous ai dit que c'était une auteure québécoise. J'étais persuadée de mon truc. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais rectification, Marie-Sabine Roger n'est pas du tout canadienne. Elle est française. Je ne sais absolument pas où je suis allée pêcher cette certitude. Bref, donc désolée madame, je ne sais pas pourquoi je voulais absolument que vous soyez une auteure québécoise alors que pas du tout. Bon, ça n'enlève rien au fait que j'avais très envie de découvrir cette histoire et que ce fut là encore, dans l'ensemble, une bonne lecture. Alors, même si là aussi je vous ai présenté ce livre normalement la semaine précédente dans un book haul, je vais rapidement vous faire un résumé de l'histoire, puisque donc dans ce titre tout du long, nous allons avoir la parole d'une jeune fille qui a, je crois, une dizaine d'années. Je me demande même si au début elle n'est pas plus jeune que ça encore. Qui vit donc dans une famille, j'ai envie de dire dysfonctionnelle. Est-ce vraiment... Si, forcément, clairement, il y a un gros souci, mais... c'est surtout que toute la famille est vraiment sous la coupe d'un patriarche extrêmement dur, extrêmement malsain, un patriarche qui est vraiment un fanatique religieux catholique qui ne fait rien en dehors des textes sacrés et qui fait régner surtout au sein de son foyer une ambiance extrêmement pesante, une ambiance faite de silence, de négation du savoir, de pensée unique. Et tout ça crée une ambiance extrêmement froide, extrêmement angoissante. À noter également que au sein de cette famille, après cette petite fille qui est donc la narratrice du récit, le couple a eu un autre jeune garçon qui, alors on ne sait pas exactement quelles sont ses pathologies, mais on comprend tout de suite qu'il souffre de gros handicaps physiques et également, j'ai cru comprendre aussi un peu de développement psychomoteur. Bref, un enfant qui n'aura absolument jamais une vie classique et auquel on prédit d'ailleurs une espérance de vie extrêmement courte. Malgré tout, cette petite fille, eh bien, c'est son petit frère, elle est extrêmement attachée à lui, tout comme sa mère d'ailleurs. Et je dirais que tout le discours de cette gamine va être de nous parler de son quotidien au milieu de tout ça, de ses relations familiales, que ce soit d'un côté avec cette mère et ce petit frère qu'elle adore, qu'elle adule, et de l'autre avec ce père qui représente vraiment la peur, le silence et la négation du savoir. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais carrément rentrer dans mon avis. Alors comme je vous l'avais dit lors du book haul, je n'avais absolument jamais entendu parler ni de cet auteur, ni d'ailleurs de ce titre, mais je suis vraiment ravie de lui avoir laissé sa chance. Je sais pas, je l'ai vu, il s'est passé un truc, c'était le destin, et je suis vraiment contente pour le coup de m'être laissée aller à mes envies. J'ai lu ce titre pratiquement d'une traite et en apnée, tant l'écriture de l'auteur est précise, incisive et désarmante à la fois. Et je suis désolée si vous entendez potentiellement des petits bruits d'estomac, il semblerait que mon corps réclame sa pitance. Mais comme je pense d'abord à vous, je vais d'abord terminer de tourner cette vidéo. En fait, ce texte, c'est presque une sorte de longue confession d'une gamine de 10 ans qui se raconte, qui raconte son quotidien et qui surtout, via ce texte, interpelle son père, qui est, comme je le disais, donc un fanatique religieux, qui éteint et étouffe avec une poigne de fer dénuée de tout sentiment toute sa famille. Le style d'écriture est, je dirais, à la fois naïf et aussi très beau. J'ai trouvé tout du long le ton très juste et bien qu'assez dépouillé, on comprend tout. On entrevoit parfaitement la détresse de cette gamine de 10 ans et aussi au fur et à mesure cette espèce d'instinct de survie presque animal qui va réussir à la tirer, à la sortir de ce moule
de silence et d'ignorance que lui impose son père. Parce que au-delà de clairement tirer à boulet rouge sur la religion catholique, ses contradictions et plus largement d'ailleurs sur toute pratique, je dirais, rigoriste d'une religion, ce roman tend surtout à démontrer comment il est possible et même facile de couper littéralement un enfant du monde qui l'entoure et du savoir le plus élémentaire. Paradoxalement, c'est justement cette curiosité du monde et cette soif d'apprendre qui va justement permettre à cette gamine de se sortir comme ça de ce schéma familial extrêmement problématique, avec néanmoins toute la douleur et les sacrifices que cela lui demande d'abandonner sa mère quelque part. À travers la candeur de cette fillette, l'auteur interroge le monde et donc également le lecteur sur, je dirais, certaines valeurs qui semblent naturelles et primordiales et qui pour autant ne le sont pas pour tous, sur les mensonges organisés des adultes pour sauver les apparences ou encore sur la lâcheté et la violence des hommes. De manière générale, j'ai vraiment trouvé que c'était un texte très fort, avec une plume aussi belle que sombre, mais je reconnais néanmoins que je m'attendais à ressentir peut-être un peu plus d'émotion à la lecture de ce titre. J'aurais aimé, je pense, un peu plus d'attachement à cette jeune fille, parce que c'est vrai que si les chapitres qui sont très courts, comme des sortes d'instantanés de vie, sont très agréables à la lecture, il n'en reste pas moins qu'au global, je crois que j'aurais aimé un récit peut-être un peu plus long. Je suis néanmoins, vous l'aurez compris, ravie d'avoir lu ce court roman, ravie d'avoir découvert la plume de l'auteur que je relirai vraiment à l'occasion avec beaucoup de plaisir. C'est un livre que je ne peux que vous recommander pour tous les lecteurs qui aiment ces ambiances très oppressantes, un peu lugubre, avec aussi quand même une grosse part de psychologie. Un roman court, mais très fort, avec pas mal comme ça d'espèces de fulgurance. Et si vous faites partie de ces lecteurs qui avaient déjà lu du Marie-Sabine Roger, n'hésitez surtout pas à me recommander un autre de ses titres, parce que je vous dis, ouais, celui-ci a vraiment aiguisé ma curiosité, m'a beaucoup plu, et je serais vraiment ravie de creuser un petit peu plus en profondeur sa bibliographie. Et je vais clôturer ce point lecture avec un autre titre, là encore assez court, mais waouh! Ouais, vous l'aurez compris, je fais pas de suspense, c'est également un coup de cœur, puisque je vais vous parler de L'Homme peuplé de Franck Bouys, aux éditions Le Livre de Poche. Alors ça va pas être évident de vous faire un résumé de l'histoire, parce que quand on a lu finalement tout le récit, je trouve qu'il y a des choses qui doivent rester un peu dans l'ombre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme quasiment tout le temps avec Franck Bouys, on va être dans un petit village paumé au centre de la France. On va vraiment suivre en parallèle deux personnages. D'un côté, Caleb, qui a longtemps vécu avec sa maman dans une ferme où ils s'occupent de leurs animaux, de leurs terres, etc. Caleb a vraiment toujours vécu seulement avec sa mère, il ne sait d'ailleurs pas qui est son père, sa mère refuse de lui dire. Les deux ont donc une relation assez forte, d'autant plus qu'ils partagent certains dons, un petit peu de magnétisme, de sourcier, vous voyez ce genre de choses. Et en parallèle de ça, nous allons également suivre le personnage de Harry, qui est écrivain et qui a besoin de s'isoler pour tenter de réécrire un roman, parce qu'il en a écrit un qui a eu un énorme succès et depuis, c'est le syndrome de la page blanche. Il se dit donc qu'il doit aller un peu s'enterrer au fin fond de la France pour essayer de retrouver ce qui l'avait animé pour écrire son premier roman. Il va donc pour cela acheter la ferme qui se situe en face de celle de Caleb et je vous laisse découvrir la suite. Alors il est vrai que globalement, les dernières lectures que j'avais pu faire de Franck Bouys ne m'avaient que moyennement emballée, voire m'avaient même carrément déçue pour certaines d'entre elles. Mais quel bonheur que ce fut de lire L'Homme peuplé. Avec ce titre, j'ai retrouvé le Franck Bouys de ses débuts, celui qui avait immédiatement su me séduire et me parler avec sa plume poétique, juste,
dure et caressante à la fois, ainsi qu'avec ces histoires de gens et de terroirs pleines de noirceur, mais aussi d'éclats lumineux. J'ai absolument adoré ce récit. Comme souvent avec cet auteur, on se retrouve donc avec un nombre très restreint de protagonistes, avec des personnages très taiseux, qui font tout pour garder leur jardin secret, qui se débattent avec les ombres du passé, et c'est vraiment tout ce que j'aime chez lui. Une fois encore, il m'a totalement plongée au cœur de ce petit village du centre de la France où il ne se passe pas grand-chose et où tout de même, paradoxalement, eh bien, tout le monde se connaît. Franck Bouys parle vraiment de la ruralité comme très peu d'auteurs savent le faire. Il sait vraiment extraire des campagnes toute leur essence, tout ce qu'il fait, la beauté et la richesse de ces campagnes, mais aussi la misère de ces petits coins reculés. Et je trouve qu'il a su parfaitement capter et retranscrire la nature profonde des gens qui la peuplent. Des gens qui ont été façonnés par la rudesse des hivers, la transmission des générations passées, les croyances plus ou moins mystiques, la solitude, le poids des silences, mais aussi par la simplicité et la beauté de la nature et de la vie qui les entoure. Tout cet univers me parle, d'autant plus que l'auteur sait sublimer ses idées avec une plume belle, délicate, précise, qui dépeint à merveille les gens et les sentiments, la beauté et la mélancolie. Pour moi, c'est simple, j'ai trouvé que L'Homme peuplé était vraiment un concentré de ce que Franck Bouys fait le mieux. Les personnages sont parfaitement campés, si réalistes que franchement ils en deviennent vivants. L'ambiance est là et en plus de ça, il a vraiment su jouer avec les différentes temporalités et points de vue pour proposer un récit qui, bien que par moments il puisse sembler un peu lancinant et monotone, au final en reste tout de même énigmatique et entraînant. J'ai trouvé que certaines phrases étaient d'une poésie et d'une beauté folle et que la plupart d'entre elles renfermaient tout simplement une véracité terrible. Je vais vous lire pour exemple certaines phrases que j'ai pu postiter, histoire que vous puissiez vous faire comme ça une idée un petit peu du style et de l'ambiance de ce roman. Ça, c'est une réplique donc d'un des protagonistes qui dit « Orphelin de souvenirs, c'est ce qu'on devrait tous devenir. Comme ça, au moins, on n'hériterait que de ce qu'on fait et on éviterait de penser. Si je te raconte un jour des choses qui ne te concernent pas directement, c'est que je serai pas loin de la tombe. Et même à ce moment-là, je ferai tout pour ne pas être tentée. » Ah là, c'est juste une phrase tirée d'un paragraphe, mais qui, pour moi, exprime un peu cette essence du style Bouys et de son univers surtout. Peut-être que les mots sont eux aussi en suspension dans la brume et qu'il faut leur laisser le temps de se mettre en place. Je sais pas vous, mais moi, ça me parle et ça me plaît énormément. Et enfin, je terminerai sur cette phrase qui m'a là aussi énormément plu, parce que les femmes, en vérité, ça ne veut rien dire pour un homme, avant qu'il ne rencontre celle qui supprime le pluriel. Et je vous souhaite à toutes mesdames de rencontrer cet homme qui supprime le pluriel. C'est simple, je crois que j'ai absolument tout aimé dans ce roman, que ce soit l'amorce, le déroulé de l'histoire, ou même la fin qui apporte cette petite note de surprise et de luminosité, et aussi cette petite touche finale, je trouve, d'espoir. J'admire véritablement Franck Bouys lorsqu'il écrit ainsi parce que pour moi il devient une sorte de poète du simple, de chef d'orchestre de la ruralité qui ouvre du coup à tous un monde sur lequel la plupart des auteurs ne s'attardent pas et qui pour autant, j'en suis persuadée, a beaucoup plus à offrir qu'il n'y paraît. On retrouve dans ce titre une certaine forme d'art de la solitude, que l'on sent d'ailleurs que l'auteur a plutôt expérimenté lui-même et qui personnellement me parle beaucoup. C'est le premier de ces titres personnellement que je lis dans lequel il met en scène un écrivain. Alors, bien sûr, sans surprise, il ne pouvait en être autrement, cela m'a beaucoup fait penser à Stephen King parce que c'est un procédé qu'il utilise lui pour le coup très régulièrement.
Et je pense que Franck Bouis a vraiment bien fait de faire ce choix. Alors il est vrai qu'on pourrait penser que pour un auteur, créer un personnage d'écrivain, c'est peut-être céder à une certaine simplicité, facilité, voire même peut-être à une certaine forme de fainéantise. Et pour autant, je suis persuadée que, en tout cas lorsque c'est bien fait, c'est tout le contraire. En effet, il faut pour moi beaucoup de courage, de lucidité et d'honnêteté pour écrire sur sa propre situation d'écrivain, avec tout ce que cela peut comporter de difficultés et sans pour autant tomber, je dirais, dans les clichés de ce métier de passion. Franck Bouis a su créer un personnage d'écrivain qui non seulement soit juste, ou en tout cas sonne juste, et qui soit en plus de ça intéressant, que ce soit par son parcours, mais aussi par sa situation actuelle, le fait qu'il soit comme ça confronté à cette espèce de syndrome de la page blanche. De plus, cette figure de l'écrivain apporte une vraie plus-value qui prend, je dirais, tout son sens à la fin du récit. Et ça, je vous laisserai découvrir ce titre pour comprendre pourquoi. Bref, vous l'aurez compris, j'ai dégusté ce roman, j'en ai savouré chaque phrase. Je crois que jusque-là, mon roman favori de Franck Bouis restait Grossir le ciel. Mais je crois que désormais, L'homme peuplé l'a surpassé dans mon cœur. Avec ce titre, il est vraiment allé à l'essentiel. Il s'est débarrassé de tout le superflu pour ne garder vraiment que le plus pur et le plus beau, et ainsi pour moi faire mouche. Si vous n'avez encore jamais lu Franck Bouis, mais que vous désirez justement vous faire une idée assez précise de la beauté et de l'originalité de sa plume, alors vraiment foncez sur ce titre qui est en plus de ça très court, mais qui pour autant, je trouve, le représente à la perfection. Pour ma part, c'est donc un énorme oui, un énorme coup de cœur, et j'espère vraiment du coup que mes prochaines lectures de cet auteur seront dans la même veine que ce petit bijou de roman noir rural que je ne peux que vous encourager à découvrir. En tout cas, si c'est le type d'univers qui vous plaît, qui vous fait kiffer, alors foncez sur ce titre, parce que je vous assure que ça, c'est extrêmement qualitatif. Je sais, hein, je vais me répéter, c'est vrai que parfois j'ai l'impression d'être un peu un perroquet, mais là, pour moi, on a vraiment deux parfaits exemples d'auteurs français dont je trouve on parle trop peu et qui, pour autant, méritent vraiment le détour parce que ce qu'ils produisent, c'est non seulement très qualitatif, mais en plus de ça, ça présente une vraie originalité par rapport à toute la masse de ce que l'on peut proposer aujourd'hui. Donc ouais, je peux que vous encourager vraiment à découvrir ces deux auteurs. Bon, et bien voilà, hein, j'espère vraiment que je ne me serai pas trop étalée, parce que c'est vrai que parfois lorsque justement j'ai des coups de cœur, j'ai tendance à ne plus savoir m'arrêter de parler. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que j'aurai pu vous transmettre mon ressenti de lecture et peut-être vous avoir donné envie de découvrir certains des titres du jour, parce que vous l'aurez compris que ce sont des titres que j'ai adorés et qui me tiennent du coup vraiment à cœur. Vous et moi, on se retrouve donc, je l'espère, rapidement sur cette chaîne. Normalement, c'est ce qui est au programme, mais on ne sait jamais trop à l'avance avec la vie, tout simplement. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite vraiment grandement à venir papoter avec moi en commentaire, parce que ces échanges que je peux avoir avec vous, c'est vraiment ce que je préfère avec ces vidéos, histoire que ça n'aille pas juste dans un sens. Vous le savez, si vous avez aimé la vidéo, un petit like fait toujours plaisir, et pourquoi pas un partage si vous y pensez et que vous avez le temps. Et jusqu'à la prochaine, bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!